sportifs sont-ils neuneux? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les sportifs sont-ils neuneux? Le podcast qui tente de déconstruire les stéréotypes sur les sportifs et qui part à la rencontre de personnalités uniques. Aujourd'hui, je reçois Céline Lebrun. Elle est multiple championne d'Europe de judo, championne du monde et vice-championne olympique aux Jeux de Sydney en 2000. Rien que ça. Elle est aujourd'hui entraîneur au Pôle France de Verquins. C'est un immense honneur de la recevoir dans ce podcast. Bonne écoute! Bonjour Céline, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Colline. Donc pour commencer, la question que je pose à tout le monde dans ce podcast, est-ce que tu peux te décrire? Enfin plutôt, si tes proches devaient parler de toi, qu'est-ce qu'ils diraient sur toi? Bonjour à tous et à toutes. Les proches, ce qu'ils diraient de moi, c'est que je suis quelqu'un d'entière, de généreuse, de laborieuse et voilà, je me donne à fond dans tout ce que je fais et que, voilà, je pars sur le principe: aucun remords, aucun regret. Quelle belle mentalité! Donc tu as une très grande carrière et tu as pris ta retraite à vers 35 ans, si je me trompe pas, ce qui est assez tard pour une sportive de haut niveau. Comment tu as eu le déclic, pour arrêter? Le déclic pour arrêter, c'est qu'après les entraînements, je sentais qu'au niveau de la récupération, ça commençait à être un peu compliqué. Et ensuite, comme voilà, je pense que j'avais fait le tour de tout ce que j'avais à entreprendre sur le plan de vue sportif personnel pour moi. Donc, j'avais envie de voir un peu ce qui se passait à l'extérieur, on va dire. J'avais la chance d'être sous contrat douane et je me suis dit, bah, je veux rentrer dans la vie active, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, tout en gardant le judo à côté de moi, bien entendu. Donc voilà, j'ai passé le concours de douane, après avoir arrêté, ma carrière sportive. OK, mais ça a jamais été une descente de passion pour le judo? Ah non, aucune. Non, justement, je suis vraiment une passionnée parce que je continue, à pratiquer ce sport, tous les jours. Pour moi, au contraire, c'est quelque chose qui m'a construite parce qu'on a la chance d'avoir un code moral dans notre discipline sportive et je grandis à travers ça, dans ma vie de tous les jours. Donc c'est un exemple que je prends sur le tatami et je prends aussi en dehors. Et c'est quoi exactement ce code moral? Il y a plusieurs valeurs, dont la modestie, la politesse, l'amitié, le contrôle de soi, voilà et je pense que c'est des choses en dehors du tapis dont on a besoin tous les jours et ça fait que, dans tous les environnements dans lesquels je me retrouve, que ça soit, dans le travail de tous les jours, hein, comme j'expliquais ou que ça soit, avec les diverses rencontres et ça m'aide énormément et ça me permet toujours de grandir et d'apprendre. Et du coup, comment tu l'as vécu, l'arrêt de la compétition? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais préparé en amont ou ça a été un peu dur à encaisser le manque d'adrénaline? Non, j'ai préparé en amont, justement, parce que j'ai eu cette chance, d'être très bien entourée. J'avais, entre ma famille, mes amis, voilà, on m'a toujours dit: «Tu sais, une carrière sportive, on sait jamais quand elle peut s'arrêter. Des fois, elle peut s'arrêter à cause d'une blessure» ou moi, ça va, j'ai eu cette chance de pouvoir l'arrêter à mon choix. Donc ça fait que j'ai toujours fait des études en parallèle. Donc après, bon, j'ai touché beaucoup de domaines parce que, c'est toujours, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'aimerais faire à part du judo, en fait, parce que ça a quand même pris 15 ans de ma vie. Et donc je suis passée par du commerce, j'ai voulu être professeure des écoles et puis finalement, la douane m'a rattrapée et en même temps, en parallèle aussi, je faisais aussi des diplômes sportifs. Donc j'ai pu avoir aussi en même temps un DES GEPS. Donc quand j'ai arrêté ma carrière, concours de douane et entraîneur dans un club en même temps. Donc ça faisait que j'avais, on va dire 2 métiers en même temps, ce qui prenait beaucoup de temps. Et il y a 2 ans, je me suis dit: «Allez, on se lance» et j'ai passé le professorat de sport. Donc maintenant là, tu es entraîneur au Pôle France de Verquins. Qu'est-ce qui te passionne, dans ce métier, maintenant le fait d'être de l'autre côté de la barrière? C'est de pouvoir aider à progresser, à aider mes athlètes, enfin les athlètes à se perfectionner, à prendre goût d'aller au bout de leurs rêves. Voilà, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par plusieurs entraîneurs et enseignants qui m'ont aidé à aller au bout de ma passion et je veux les accompagner dans ce même, challenge et pour moi apprendre, transmettre, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'ai eu la chance de faire ça, sur les jeunes, des tout petits, voilà, juste leur donner le goût du judo et maintenant leur donner le goût de la performance, d'aller au bout de soi-même. En revanche, comme je leur dis toujours, il y a toujours ce projet de double emploi, en fait, voilà, de pas laisser tomber les études. Donc, je fais un peu aussi parfois le rôle de maman, voilà, de bien travailler à l'école parce que je pense qu'il est important justement pour qu'eux aussi, quand ils vont arrêter, voilà, leur projet sportif, qu'ils aient aussi un projet professionnel. Et c'est quoi les difficultés en tant qu'entraîneur? Des fois l'écoute parce que, effectivement,
j'ai pas envie de faire des mini-mois parce que chaque personne est unique et c'est ça parfois qui a été un peu compliqué dans mes premières étapes, c'est que, bah, je voulais qu'ils fassent comme moi, mais chaque personne est différente. Donc moi, j'étais quelqu'un de laborieuse, alors que là, par exemple, j'ai des athlètes qui sont carrément talentueux. Mmh. Donc peut-être ils ont besoin de moins d'entraînement. Donc c'est à toujours à s'adapter à la personne qu'on a en face, même si, bah, on dit que le judo, c'est un sport individuel, ça reste un sport aussi collectif parce qu'on a besoin toujours d'un partenaire pour travailler. Donc voilà, trouver ce bon équilibre. Et toi, t'aimerais entraîner les équipes de France, plus tard? Ah bah oui, forcément, c'est un objectif. Je pense que bah, quand on... Voilà, c'est franchir des étapes. Comme je disais, bah voilà, j'étais entraîneur dans un club. Puis maintenant, je suis entraîneur sur un pôle. Donc c'est encore une étape supplémentaire. Donc voilà, le but ultime, je pense que quand on rentre dans ce type de formation et quand on aide des personnes, c'est qu'on a envie d'aider bah, l'équipe de France comme moi, on a pu m'aider lorsque j'y étais. Avec tout le recul que tu as pu avoir, maintenant aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer, dans ta carrière sportive? Des choix que tu aurais fait différemment? Non, parce que vraiment, comme je disais, moi j'ai eu cette chance bah, d'acquérir et d'avoir ce que j'avais voulu. J'ai toujours tout fait par étapes. Alors c'est vrai que des fois on aurait aimé peut-être que ça aille plus vite, mais comme je disais, bah, les échecs ou des fois, bah, voilà, les contre-perfs ou les difficultés, l'adversité, des choses comme ça, la concurrence. Au contraire, je crois que ça m'a permis de grandir et de faire tout étape par étape. Et je pense que les étapes, c'est important. Enfin, pour moi, ça l'a été. Il y en a, bah, ils vont faire un bond direct. Ben, et comme je disais, en tant qu'entraîneur, bah voilà, je sais que je vais avoir des athlètes qui vont devoir faire des étapes. Et il y en a qui vont franchir un cap direct et Ouais. être prêts. Et non, moi, je regrette rien. Après, justement, j'ai eu cette chance d'avoir, voilà, toujours des choses qui ont fait que, hop, il y avait quelque chose de nouveau à apprendre, hop, quelque chose de nouveau à progresser. Et ça, c'était important, comme les changements de catégorie de poids au long de ma carrière, les changements d'entraîneur. Tout ça, ça a été que du bonus. OK. Toi, tu es championne, vice-championne olympique et multiple médaillée européenne et mondiale. Qu'est-ce que tu penses de l'expression «le revers de la médaille»? Le revers de la médaille, ouais, bah, il y en a qui en ont peur parce que c'est ça, le revers de la médaille, c'est un peu, est-ce qu'on te voit comme une athlète de haut niveau médaillée ou est-ce qu'on te voit parfois en tant que personne? Mmh. Et donc bah, les rencontres, les choix qu'on fait, est-ce que parfois les personnes nous voient, en tant que juste l'athlète de haut niveau ou est-ce qu'ils nous voient en tant que Céline Lebrun? Donc ça, c'est un peu ça qui est des fois un peu compliqué à savoir. Et après le revers de la médaille, bah, c'est aussi, il y en a qui ont peur. Voilà, je suis médaillée, je suis connue et reconnue dans mon sport. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de tous les jours? Donc c'est ça qui est un peu, voilà, le revers de la médaille pour moi, c'est ça, c'est le sportif et le professionnel dans la vie de tous les jours. Ouais. Quelle personne on est, en fait. Et du coup, est-ce que ça a été un peu dur pour toi de montrer qui tu es vraiment, de pouvoir parler ouvertement ou, Bah, non, parce que moi, comme je suis entière et que Ouais, j'ai toujours été accompagnée, je suis restée toujours avec les mêmes voilà, j'ai mes amis depuis, oh là! ouais. J'ose même pas dire le nombre d'années, voilà, ça j'ai des amis de 35-40 ans avec qui je suis toujours et moi, j'ai toujours eu, bah, ce contact facile à travers les entreprises, à travers tout ce que je fais. Voilà, j'ai eu cette chance d'être toujours proche et jamais loin bah, de la vie, on va dire, normale, bah, à travers les études, voilà, je me suis jamais isolée que dans le monde sportif et je pense que c'est ça qui m'aide à être la personne que je suis aujourd'hui, l'adaptation facile, partout où je vais. Du coup, ça a peut-être été plus facile pour toi quand tu as arrêté par rapport au fait de «retourner» entre guillemets dans la vie normale, Voilà, exactement, parce que, bah, comme je disais, quand j'ai été, douanière, je me suis retrouvée sur le bord d'autoroute, voilà, à contrôler des voitures, avec, bah, le stop stick, voilà, faire des contrôles. Mais ce qui était assez rigolo malgré tout, comme petite anecdote, c'est des fois je contrôlais des gens et je voyais qu'ils me regardaient comme ça, puis ils me disaient: «Vous êtes pas la sportive de haut niveau? Vous êtes pas Céline Lebrun? Je peux avoir un autographe?» alors qu'on venait de donner parfois des contraventions à des personnes. Donc forcément, je me disais: «C'est un peu bizarre». «Non, mais vous faites votre travail, c'est pas grave». Mais mais voilà, c'est ça qui était assez drôle, c'est que, bah, des voilà, le regard des gens, on se disait: «Ah, c'est bizarre qu'une sportive» bah oui, non, parce que, bah, il y a l'après, on sait que c'est un temps et que, bah, la vie, c'est ça aussi, bah, il faut travailler et tout et moi, je sais que c'est pas quelque chose, qui me dérange, bah, d'aller le matin et d'aller au travail. Bien entendu, ça fait aussi partie de notre vie. Sur un autre sujet, aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, ils intègrent de plus en plus à leur entraînement la préparation mentale et un suivi psychologique.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu avoir ou que tu aurais aimé avoir, quand tu étais dans la compétition? Alors moi, c'est quelque chose qui s'est mis, on va dire sur le tard, hein, parce que bon, comme j'ai une carrière longue, donc moi, c'est arrivé après. Et effectivement, je pense que c'est important, pour les athlètes, surtout, en fait, parce que les mentalités évoluent. Au début, je trouvais ça bizarre qu'on me dise: «Ouais, il va falloir que, il y a, une personne, voilà, Rafi Folli, qui a étudié, donc dans ton comportement, on voit quand tu arrives en compétition, si tu es comme ça, ta démarche et tout». Et on en discute et je me dis: «Mais c'est bizarre, j'ai pas envie d'aller voir un psy» entre guillemets, parce qu'on Ouais, voit ouais. toujours le côté, péjoratif de la chose. Et en fait non, je pense que, pour enlever la part de stress, des fois il manque ce petit élément déclencheur et oui, ça vient sur le mental. Et après, actuellement, avec les réseaux sociaux, on va pas se mentir, le regard des autres est de plus important. Avant, nous, on arrivait à pas voir ça, alors que je me rends compte quand je discute avec mes athlètes, il y a toujours ce regard des autres. Et je pense que le fait de parler avec une personne extérieure, qui ne connaît peut-être pas forcément des fois le monde du sport, ou des fois au contraire ils connaissent, d'en discuter pour les aider, justement des fois à passer ce cap qui fait que, ils ratent peut-être la médaille à pas grand-chose ou même le titre. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut pas, il faut jauger, c'est comme tout, mais je pense que ça a sa place à l'heure actuelle. Et justement, j'avais une question sur les réseaux sociaux qui maintenant sont énormément présents et les sportifs, ils sont pas épargnés. Il y a beaucoup dans la recherche de sponsors et cetera. C'est, quelque chose par laquelle il faut passer, en fait. Et du coup, ça prend une place parfois très grande dans le quotidien des sportifs. Donc toi, tu avais pas forcément ça à l'époque. Est-ce que la question de l'image, elle était quand même tout aussi importante? Et comment du coup ça se passait pour la recherche de sponsors? Oui, l'image a été tout autant importante. Comme je disais, moi j'avais ce voilà, je j'ai pas peur de parler avec les gens, donc les sponsors qu'on avait au niveau de la fédération lorsqu'il y avait des les après-championnats, tout ça, moi j'allais vraiment discuter avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai eu de la chance d'être très souvent accompagnée. Voilà, par exemple, à l'époque, on avait, Eugène Perma, Pétrolane qui était un de nos sponsors. Moi, j'étais en BTS Action commerciale à l'époque. Hop, ça s'est fait naturellement: «Céline, on peut t'accompagner pour tes stages en entreprise» et tout ça. Donc vraiment, je remercie encore, voilà, monsieur Galera, à ce moment-là de m'accompagner. Après, c'est souvent des accompagnements sur les équipements sportifs. Donc voilà, j'étais accompagnée par Adidas, entre autres. C'est important. Maintenant, il est vrai que, les gens, ils ont encore plus besoin de ça, enfin. Et c'est une démarche qui est toute, voilà, il faut pas que ça prenne impact sur l'entraînement, mais je peux comprendre et je conçois, parce que c'est les réseaux qui font ça, qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus ça. La seule chose, moi, justement, je fais attention que lors des entraînements, comme je leur dis: «Là, vous avez, 2 heures d'entraînement, 2 heures et demie, on pose le téléphone, vous ferez après, avant, mais pendant une séance, il faut être rigoureux et lâcher un peu le téléphone». Ouais, complètement. Du coup, puisque c'est le sujet du podcast, les sportifs sont-ils neuneux? Qu'est-ce que tu penses de ce stéréotype? Est-ce que tu y as été confronté? Est-ce que tu as dû prouver un peu ta valeur? Ouais, oui, moi je pense que des fois on nous voit un peu, voilà, comme quoi on n'est pas instruit, on n'est pas intelligent, enfin on entend beaucoup de choses comme ça: «Tu fais du sport». Et c'est vrai qu'au début, on contactait des personnes, on parlait toujours que judo, judo, judo. Et ou voilà, ou même dans des rencontres que je faisais, et je leur dis: «Mais vous savez, hein, si je suis là, je l'ai pas eu par hasard». Et c'est pour ça, vraiment, encore, comme je disais, je remercie ma famille, mes amis, de m'avoir poussée à continuer mes études en me disant: «Mais tu sais, Céline, tu pas bête, voilà». Et c'est pour ça que je pense que c'est important de montrer que, on peut faire des études à côté, on fait du sport. On a, par exemple, en judo, on a une, Blandine Pont, qui fait des études pour être dentiste. Enfin voilà, tout est compatible. Alors après, forcément, il y a des adaptations, parce que quand on passe quand même entre 4 5 heures à s'entraîner par jour, forcément, on est obligé d'étaler nos études. Mais on se rend compte qu'on peut parler de tout. Et comme je disais, moi, j'ai pu prouver à travers, la douane, par exemple, d'aller passer le concours. Il y en a, ils ont dit, ils étaient là: «Ouais, elle a été pistonnée, elle a pas passé le concours». Et il y a des j'avais de la chance, dans la classe, on part quand même à l'école, ils disaient: «Non, non, moi j'ai vu passer le concours et en plus regarde sur le classement, elle était troisième». Et là ils font: «Ah mais tu pas bête en fait». Je dis: «Bah non, je suis pas bête, je l'ai pas volé mon concours». Donc effectivement, au début c'était comme ça. Et après ils ont vu qu'on pouvait discuter de choses et d'autres, que voilà, j'ai une culture générale comme tout le Mmh. monde, j'aime lire, j'aime écrire. Et après, voilà, j'ai repassé un concours pour être
encore un cran dessus, pareil, oh, ah bah non, elle a fini 17e. Enfin, c'est des choses comme ça qui font qu'ils se disent: «Ah bah non, finalement, on va prendre la personne» et c'est pour ça que je dis que c'est très important que les athlètes ne restent pas, focalisés que dans forcément toujours dans le monde Mmh. sportif, leur prouver aux gens autour: «Ah, il y a un petit plus» et ce petit plus, bah, des fois, justement, au sein d'une entreprise et ben, on peut l'apporter. Ouais, mais il y a toujours les a Il priori y au a moi, début je sens et qu'il y a quand même, voilà, le petit a priori au début et après, à nous de montrer, parce que ouais, justement, comme on n'est pas neuneux, on n'est ouais. pas bêtes, de démontrer aux gens que non, non, on ne sait pas parler que de judo, on sait parler de Ouais, pas mal de choses et après, ils disent: «Bah oui, bah, vous êtes une personne comme une autre». Bah oui, sauf que bon, bah, effectivement. on a réussi à avoir une médaille lors de Ouais. championnats. Bon, bah, on va passer à la petite dernière partie, les anecdotes où, juste, bah, je vais te parler d'une anecdote, récente et après on peut en discuter ensemble. C'est les anecdotes. On est maintenant à 2 mois des Jeux de Paris. Ce sera les premiers Jeux paritaires puisqu'il y aura autant de participantes femmes que des participants hommes. On revient de loin, puisque le fondateur des Jeux modernes, Pierre de Coubertin, considérait que, alors attention, je cite, la femme est avant tout une reproductrice destinée à couronner les vainqueurs. C'est génial. Ouh, c'est un peu dur. Ouais. Et qu'il fallut attendre bien des années avant que les femmes soient représentées dans tous les sports. Par exemple, au judo, les femmes ont fait leur entrée au JO seulement en 92, Exactement. alors que le judo masculin, c'était en 64. Enfin bref, on a parcouru du chemin depuis et pourtant, il reste tellement à faire. Est-ce qu'on peut vraiment parler de jeux paritaires tant qu'il n'y a pas d'égalité dans les revenus, dans le traitement médiatique, que les commentaires misogynes existent toujours, qu'il n'y a pas de parité dans la gouvernance? Pour donner un chiffre, en France, sur 36 fédérations olympiques, seulement 4 sont dirigées par des femmes. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Eh ben, j'en pense que ça évolue effectivement. J'en discutais encore hier justement de ça, de la petite phrase de Monsieur de Coubertin, hein. Et bah, ça évolue. On sait que bah, chaque chose prend du temps. Sur ces jeux-là, ben, je pense qu'il y a eu c'est pas un effort, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place de très important. Et je pense que voilà, ça grandit. On est de plus en plus représentés. Bah, encore hier, hein, on a vu quand même quand la flamme est arrivée, hop, il y a quand même une femme qui était là. Donc ça évolue, on sait que ça va prendre du temps. Malgré tout, bah, même sur les fédérations, on n'est pas sur les sports, forcément les plus, on va dire, les plus médiatisés. Sur les jeux olympiques, bah, on sait que, bah, autant les filles et les garçons pour aller voir à la télé et ce qui est fort en émotion, bah, c'est que on se rend compte, bah, nous, dans nos disciplines sportives, là, qui est le judo, bah, c'est nous les femmes qui Ouais, portons finalement, bah, les couleurs de la France. On attend beaucoup les filles, voilà. Notre président, espère 10 médailles. On sait très bien que, dans sa tête, il sait très bien que ça va être, l'équipe, féminine à l'heure actuelle, hein. Je ne remets pas en cause du tout les garçons, bien loin de là, mais qui portent, bah, le judo. mmh, On a notre grand athlète, hein, dont je ne citerai pas de nom que tout le monde connaît, bon, oui, je l'ai dit, hein, Riner, mais on a Clarisse, on a beaucoup de filles qui ont apporté des médailles aux Jeux. Donc on se rend compte que le sport, féminin est quand même présent. Il y a quand même des grands noms de femmes qui sont là, qui est Marie-Josée Pérec, entre autres, qui portent, quand même, qui aident sur, tout ce qui est Jeux olympiques. Donc ça commence à venir. Sur ces Jeux, vraiment un grand merci parce qu'on se rend compte. Maintenant, il va falloir être encore un peu patiente, mais on commence on va pas dire s'imposer, mais on démontre que justement, en plus, le sport, pas bête et tout ça, que les femmes sont de plus en plus présentes et apportent quelque chose. On n'est pas là que pour faire, entre guillemets, «du ah secrétariat» ouais. ou donner les fleurs. Toi, tu vas avoir quelle place un peu pendant ces jeux? Est-ce que tu seras présente ou Oui, je vais être présente. Alors pour l'instant, je peux pas trop dire parce que OK, tout est en OK. train de se mettre en place, mais oui, oui, non, mais c'est important. C'est voilà, j'aime le sport dans sa globalité. J'aime le judo, bah forcément en particulier. Mais oui, oui, non, on peut pas s'éloigner des Jeux Olympiques. Trop bien. Bon, bah voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Céline Lebrun, d'avoir discuté avec moi. C'était une chance immense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bah, de garder cette joie de vivre, ce plaisir et bah, d'aider à porter mes futurs athlètes à aller chercher leur médaille olympique à eux aussi. Eh ben, on leur souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de notre 3e épisode. Encore merci à Céline Lebrun d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en pensez et à partager le podcast autour de vous.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt dans le prochain épisode de Les sportifs sont-ils neuneux? Les sportifs sont-ils neuneux?